Ah, je me doutais bien que vous n'alliez pas tarder à revenir. J'étais justement en train de regarder le chemin que nous avions parcouru jusque-là, et très honnêtement, je pensais que votre soif de drama se serait estompée déjà avec tout ça. Mais visiblement, je vous ai sous-estimé. Et je sens votre empressement jusqu'ici, donc rien ne sert de vous faire patienter plus longtemps. Mes chers amis, bienvenue dans les chroniques du football américain. Désolé du coup, je n'ai même pas pris le temps de vous dire bonjour, mais je dois bien avouer que votre impatience me ferait presque perdre mes moyens. Donc je vous propose de ne pas perdre plus de temps en palabres inutiles et de nous jeter à corps perdu dans les profondeurs et les abysses de notre iceberg. Bien évidemment, et au risque de me répéter, si vous prenez notre exploration en route, je ne saurais que trop vous conseiller de regarder les 2 premières parties avant d'entamer celle-là, car il est important de bien se mouiller la nuque avant de se jeter dans le grand bain, histoire de ne pas risquer l'hydrocution. Et comme vous commencez à comprendre que moi tout ce qui est hydro, c'est pas tellement mon truc, j'ai aussi pris mes précautions. C'est mon médecin qui m'a conseillé de réduire. Je l'écoute. Mes chers amis, il va être temps de replonger, histoire d'en finir une bonne fois pour toutes avec cet iceberg, et c'est très humblement que je vais vous ouvrir la voie et vous montrer le chemin, donc surtout, ne me perdez pas de vue. Car en dessous, il est très facile de s'égarer et de se retrouver seul, dans la noirceur des profondeurs, face aux vieux démons de notre bonne vieille NFL qui ne cherchent qu'une chose, vous entraîner un peu plus vers le fond avec eux. C'est donc sur ces quelques recommandations que je vous souhaite une bonne visite. C'est impressionnant de voir comme la base de notre iceberg est démesurément grande par rapport à sa partie visible, et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'y sont cachés une partie des plus gros secrets de la NFL. Car c'est bien sous les plus grosses pierres que se cachent les plus gros crabes, et dans notre cas sous ce gros caillou de glace, vous y trouverez même tout le panier. Le dimanche 31 janvier 1999 se jouait le 33e Super Bowl qui opposait les Broncos de Denver aux Falcons d'Atlanta. Le match fut remporté par les Broncos sur le score de 34-19 et cette petite déculottée infligée aux Falcons serait en grande partie due à un joueur d'Atlanta, le free safety Eugene Keith Robinson. Dire que la défaite de tout un match repose sur les épaules d'un seul petit joueur pourrait paraître à première vue exagéré, c'est vrai. Mais il faut savoir que notre cher petit Eugene a quelques circonstances aggravantes. En effet, le samedi soir sur les coups de 21h, le joueur d'Atlanta est arrêté par la police près de Biscayne Boulevard et de la 22e rue dans le centre-ville de Miami, un quartier qui se trouve à 15 minutes de l'hôtel où il résidait pour l'occasion avec femmes et enfants et qui est connu pour être fréquenté par les prostituées et les trafiquants de drogue. On peut déjà déduire que ce n'est pas pour la drogue qu'il était là, étant donné que pour ce genre de produit, la NFL est bien meilleur fournisseur. Et si vous êtes choqué par cette affirmation, c'est que vous n'avez pas vu les épisodes précédents, et donc ce n'est pas bien. Mais alors, pourquoi donc a-t-il bien pu être embarqué ? Si Robinson s'est rendu seul en voiture dans ce quartier malfamé, c'est tout simplement pour tenter de se détendre avant son grand match du lendemain en proposant 40$ à une des femmes qui se trouvait là, en échange d'une petite gâterie. Sauf que pas de peau, la madame en question était une policière en civil et s'est donc pris la main dans le sac qu'il sera amené au poste et rendu sur les coups de 23h au directeur régional des Falcons contre signature d'une promesse de comparaître devant le tribunal dans les 30 jours. Quand tu penses que sa femme l'attendait à l'hôtel. C'est quand même con d'aller bouffer au resto quand t'as ramené ta conso perso. C'est donc après tout ce remue-ménage et n'ayant pas dormi de la nuit que Robinson a quand même pu jouer et perdre le match. Car oui, être arrêté pour une affaire de racolage n'est évidemment pas une faute assez grave pour être interdit de jouer un Super Bowl, vu que son coach lui a même laissé en plus le choix de jouer ou non, et que le porte-parole de la NFL, Greg Aiello, a déclaré que la Ligue n'avait rien à dire au sujet de l'arrestation de Robinson. Parce que bon, petite pute de temps en temps, ça fait de mal à personne. Robinson déclara quand même, malgré la défaite, malgré avoir été battu sur une passe de 80 yards de John Elway vers son receveur Rod Smith, et malgré avoir été écrasé par Terrell Davis lors d'une longue course, que toute cette aventure et la nuit blanche n'avaient aucunement altéré ses performances de jeu, et que de toute façon, il était persuadé qu'il serait déclaré innocent des accusations qui pesaient sur lui. Ce qu'on apprendra plus tard est de source sûre, c'est que durant les quelques jours avant le match où les joueurs ont séjourné à Miami, il y eut un balai incessant d'allées et venues de sportifs en manque de distraction, voulant tuer le temps dans ce fameux quartier, ce qui mit la puce à l'oreille des forces de l'ordre qui décidèrent de placer des agents en civil pile poil le jour du passage de Robinson.
Et c'est vraiment pas de bol quand on sait que toute son équipe, sa famille et ses fans étaient à 1000 lieues d'imaginer qu'il allait régulièrement consulter ce genre de professionnel, sachant qu'en plus c'était un des joueurs les plus populaires de son équipe, qu'il avait obligé ses coéquipiers à respecter le couvre-feu et à rester concentrés sur le match, et que le samedi, juste avant le Super Bowl, il avait reçu le prix Bart Starr, décerné par le groupe religieux Athlètes en Action, qui honore les sportifs de haute moralité. Prix qu'il a bien sûr dû rendre dans la foulée, mais qu'on lui propose de récupérer s'il réussit à expliquer à sa femme pourquoi il a terminé au poste alors qu'il était juste descendu chercher le pain. Justin Conrad Strelczyk était un tackle offensif des Steelers de Pittsburgh entre 1990 et 1998. Et son histoire, bien que très triste, est assez intéressante car c'est grâce à sa mort que va s'ouvrir le grand débat sur la gravité des chocs sur le cerveau des joueurs et faire connaître l'encéphalopathie traumatique chronique grâce au neuropathologiste Bennett Omalu. Comme nous l'avons vu dans l'épisode 1 de notre iceberg, la NFL a, au départ, totalement nié le lien entre la pratique du football et les CTE par peur que le football soit entaché d'être un sport trop violent et que ça lui fasse perdre énormément d'argent. Et pour défendre ses finances, elle est capable de bien des crasses. Justin trouva la mort dans un accident de voiture en heurtant un camion-citerne de plein fouet alors qu'il roulait à 140 km/h à contresens sur l'autoroute après une course-poursuite avec la police sur plus de 60 km. Il avait alors 36 ans. Strelczyk ayant eu un passé tumultueux et quelques déboires avec l'alcool et la drogue, il a été très simple de mettre tout cet incident sur le dos d'une conduite sous l'emprise de substances, ce qui arrangeait bien la NFL. Elle a même réussi à recueillir des témoignages de policiers ayant participé à la course-poursuite et qui jurent avoir vu Justin boire une bouteille en conduisant et la jeter par la fenêtre de sa voiture une fois qu'il l'avait terminée. Sauf que pas de chance, les examens toxicologiques vont tous revenir formellement négatifs, ce qui va totalement dégommer les témoignages de la NFL et remettre en doute les causes de l'accident, car si ce n'est pas l'alcool et la drogue qui a mis Justin dans cet état, quoi que c'est donc qui a fait ça ? On eut la réponse en 2007 lorsque la mère de Justin donna son autorisation au docteur Omalu d'examiner le cerveau de son fils, et cette autopsie révélera qu'il avait de graves lésions cérébrales. Et ce n'était pas sans lui rappeler le cas de Mike Webster, autopsié en 2002 pour lequel il publia ses recherches en 2005 dans la revue Neurosurgery dans un article intitulé, je vous le traduis, Encéphalopathie traumatique chronique chez les joueurs de la NFL. Article que le comité des lésions cérébrales traumatiques légères de la NFL a fait invalider en qualifiant la description d'Omalu comme totalement fausse et en injuriant le journal d'être un échec total. En 2006, après avoir examiné le cerveau de l'ancien joueur NFL Terry Lang, dépressif qui s'est suicidé en 2005, Omalu décrivit le cerveau de Lang comme celui d'une personne de 90 ans atteint d'Alzheimer avancé, tout comme ceux de Mike Webster, Andre Waters et Justin. Et c'est en 2007, lors d'un sommet sur les commotions cérébrales, que furent présentées les conclusions d'Omalu au commissaire de la Ligue Roger Goodell, ainsi qu'au comité des lésions cérébrales traumatiques légères. Conclusions qui furent rejetées en bloc, avec pour justification que les seules preuves scientifiques valables de CTE chez les athlètes concernent seulement les boxeurs et certains jockeys. La NFL continua de nier le lien entre les commotions cérébrales subies dans le football et les effets neurologiques à long terme jusqu'en décembre 2009, soit 7 ans après les découvertes d'Omalu, et il fallut attendre 2016 pour que le vice-président senior de la NFL déclare devant le Congrès que maintenant c'est bon, il croyait au lien entre le football et les CTE. Et c'était la moindre des choses pour honorer la mémoire de tous ces joueurs touchés par ce fléau qu'est la CTE et que la NFL, avant de se retrouver au pied du mur et d'être contrainte d'avouer la responsabilité du football dans leur mort, a tenté de faire passer pour alcooliques, drogués et même fous pour ne pas avoir à en assumer les conséquences. Mais bon, business is business comme on dit. Colin Kaepernick, anciennement quarterback titulaire des 49ers, s'est retrouvé sous le feu des projecteurs lorsque le 26 août 2016, lors d'un match de préparation contre les Packers de Green Bay, il avait refusé de se lever lors de l'hymne national, restant le genou à terre en protestation contre le traitement des Afro-Américains et des minorités aux États-Unis. Il faut savoir qu'au début, ça n'a choqué personne, et tout le monde était même plus ou moins d'accord pour dire qu'il était dans son droit. À commencer par son club, les 49ers, qui a réagi en reconnaissant son droit comme individu d'avoir le choix de participer ou non à la célébration de l'hymne national, rejoint par son entraîneur de l'époque qui a déclaré que c'était son droit en tant que citoyen, et finalement validé par la NFL qui dans un communiqué a rappelé que les joueurs sont encouragés mais pas obligés de se lever pendant que l'hymne national est joué. Donc au début, parlons clairement, tout le monde s'en fout, sauf que les médias, sentant arriver le drama, vont commencer à s'intéresser à tout ça, et d'autant plus que le Colin, il va pas s'arrêter là, et surtout, il va être rejoint par les copains.
Le 1er septembre, il posera un genou à terre au moment de l'hymne américain avec cette fois son coéquipier Eric Reid, toujours en protestation des personnes qui sont oppressées, mais en plus cette fois il va ajouter à son combat la lutte contre les violences policières, ce qui va lui attirer de vives critiques et notamment du candidat présidentiel en campagne Donald Trump ainsi que du magazine Time dont il fera la une dans un numéro qui discute du patriotisme américain et des répercussions des protestations initiées par le joueur. Tout cela fera de lui, selon certains sondages, le joueur le plus détesté de la ligue. Kaepernick terminera la saison pour San Francisco avec un bilan plus que médiocre et choisira de mettre fin à son contrat qui le liait aux 49ers pour devenir free agent. Malheureusement, il ne retrouvera pas de poste au sein de la ligue, même en tant que quarterback remplaçant, malgré les besoins en quarterback de plusieurs franchises. Et c'est là qu'entre en scène la fameuse blacklist. Si tout le monde s'accorde à dire que Kaepernick n'a pas été repris dans une franchise selon des critères purement footballistiques, plusieurs événements tendent vers le contraire, comme l'entraînement organisé par les Seahawks de Seattle pour voir s'il pourrait remplacer Russell Wilson pour la saison 2018, entraînement annulé après qu'il ait refusé de s'engager à mettre fin à ses manifestations à genoux pendant l'hymne national. Et quelques jours avant, son ancien coéquipier chez les 49ers, qui l'avait rejoint dans son combat en 2016, Eric Reid, avait tapé dans l'œil des Bengals de Cincinnati, avec qui il avait déjà fait plusieurs entraînements. Et malgré un intérêt certain pour le joueur, les Bengals n'hésitèrent pas à lui claquer la porte au nez au moment où Reid déclara vouloir continuer de poser le genou au sol pendant l'hymne. Geste qui, je vous le rappelle, ne posait absolument de problème à personne au départ. Donc, si ce geste de revendication ne gêne personne et qu'il ne met pas les joueurs sur une liste noire, pourquoi Jerry Jones, le propriétaire des Cowboys de Dallas, a imploré les autres propriétaires d'instituer un mandat qui obligerait tous les joueurs à se présenter pour l'hymne national sous menace d'une amende? Et pourquoi Dan Snyder, le propriétaire des Commanders de Washington, a affirmé, pour influencer ce choix, que 96% des Américains étaient contre l'agenouillement, malgré un sondage CNN de septembre 2017 qui révélera que ce nombre était en fait de 49%. Et enfin, pourquoi des joueurs comme Kaepernick ou Reid restent encore aujourd'hui non signés? Depuis toujours, la NFL tente d'inculquer des valeurs sur ce qu'apporte le football à l'Amérique. De la droiture, du patriotisme, de l'obéissance et de la discipline. Et c'est la seule chose qu'un joueur doit montrer sur le terrain. Donc quand Kaepernick, un des QB les plus talentueux de son époque, qui a mené son équipe au Super Bowl à seulement 26 ans, a osé montrer aux yeux du monde qu'une cause était bien plus grande que le football, sa présence était devenue inacceptable. Car ce qui motive tous ces propriétaires de clubs à garder cet activisme hors de leur terrain, c'est la peur que leurs spectateurs découvrent que le racisme systémique et les brutalités policières sont une réalité quotidienne pour les Noirs américains, et surtout que ces problèmes sont plus importants que le football, mettant au grand jour leur lâche tentative pour étouffer le discours et l'expression des joueurs et poussant leurs compatriotes à réfléchir à deux fois avant de consacrer leur dimanche à un match sans âme. Du coup, on comprend mieux ce qu'a voulu dire Bob McNair, le propriétaire des Texans de Houston, lorsqu'il a déclaré lors d'une réunion avec d'autres propriétaires de clubs qu'il ne pouvait pas laisser les détenus prendre le contrôle de la prison. Mais en 2020, la mort de George Floyd, un Afro-Américain mort asphyxié par un agent de police lors de son interpellation, montrant clairement les violences policières et mettant en lumière tout ce que Kaepernick avait toujours dénoncé, provoqua une vague de soutien des Américains envers Kaepernick, réclamant que le quarterback soit retiré de cette fameuse liste noire et réintroduit dans la ligue. Et clou du spectacle, le commissaire de la NFL Roger Goodell a déclaré qu'il soutiendrait les joueurs voulant manifester après tout cela. Et si vous ne le saviez pas, c'est aussi Roger Goodell qui aida Jacques Dutronc à écrire la chanson L'Opportuniste. Mais si, c'est celle qui fait Je retourne ma veste, toujours du bon côté. En juillet 2009, Drew Brees, le quarterback des Saints de la Nouvelle-Orléans, a profité d'un petit voyage organisé pour visiter Guantanamo, une prison militaire de haute sécurité située dans le sud-est de Cuba. Qu'il préfère aller visiter une prison plutôt que d'aller à Disneyland pendant ses vacances, on ne juge pas, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est plutôt la façon dont il décrira la prison qui est un peu plus discutable. En effet, lors d'une interview qu'il donnera après avoir visité le centre de détention, il le décrira d'une manière un peu trop idyllique, allant même jusqu'à déclarer que les détenus là-bas sont probablement traités 10 fois mieux que n'importe quel prisonnier dans une autre prison américaine. Donc, avant d'aller plus loin, qu'est-ce que c'est Guantanamo ? Guantanamo est une prison américaine militaire où sont détenues environ 800 personnes qualifiées de combattants illégaux capturés par l'armée américaine dans les différentes opérations qu'elle mène à l'étranger telles que l'Afghanistan ou l'Irak contre des militants et terroristes islamistes. Le choix de placer ce centre à Cuba sur une base militaire américaine permet juridiquement de ne pas soumettre les détenus au système judiciaire fédéral américain et du coup de faire un peu ce qu'on veut.
comme lors de l'ouverture de la prison, de pouvoir placer les prisonniers la majorité de leur temps dans des cellules individuelles de 2 mètres sur 2, éclairées continuellement. Bon, depuis des bâtiments en dur ont été construits et les cellules sont un peu moins vétustes, c'est vrai. Mais de la torture dans la chambre d'un Formule 1 de la Creuse ou dans une suite du Plaza à Paris, ça reste toujours de la torture. Ou comme de pouvoir interroger les détenus à n'importe quel moment de la journée et de la nuit et de les déplacer systématiquement poignets et chevilles menottées avec les yeux bandés pour les empêcher de voir où ils se trouvent, et même, selon certains soupçons d'Amnesty International, de pouvoir les torturer un peu de temps en temps. Mais pourtant, notre petit Drew, il affirme avoir vu une prison qui prend soin de ses occupants en leur offrant des repas à 6500 calories par jour contre 2000 dans les autres prisons américaines, leur donnant la possibilité d'envoyer et de recevoir des lettres, de prier 5 fois par jour et même d'avoir une petite flèche tracée sur le sol de leur cellule pour leur indiquer la direction de la Mecque. Et enfin, d'avoir des espaces de détente pour regarder la télé et même jouer à la Wii. Et il terminera même en disant que c'est presque comme s'ils allaient trop loin de les traiter si bien. Malgré que le porte-parole de la Maison-Blanche, Tony Snow, assure que les prisonniers ont toujours été traités humainement, de lourds soupçons règnent sur les pratiques douteuses des gardes s'apparentant clairement à de la torture, comme le cas de Salim Hamdan, capturé en 2001 et qui est resté les pieds et mains liés 24 heures sur 24 à l'isolement complet et qui a vu un garde venir lui écraser la cage thoracique en lui mettant le genou entre les omoplates pour lui ordonner de parler. Sûrement pour savoir comment il avait fait pour le battre aussi facilement à Wii Bowling. Mais tout ça n'a pas mis la puce à l'oreille de notre cher Drew Brees, tout comme ces grèves de la faim que les détenus font régulièrement et qui sont réglées lorsqu'elles durent trop longtemps à coups de gavage par sonde nasogastrique. C'est qu'elles vont pas s'avaler toutes seules les 6500 calories par jour. Barack Obama tenta d'ailleurs tout le long de son mandat de faire fermer la prison de Guantanamo en mettant même en place un plan de fermeture en 2016 qui n'aboutira pas à la fin de son mandat et qui fut de toute façon totalement anéanti lorsque Donald Trump, une fois président, signa un décret ordonnant le Pentagone de garder les installations ouvertes. Il expliquera aussi que lors de sa visite, des prisonniers pensant que c'était des médias ont crié à plusieurs reprises le mot torture en américain pour les alerter sur leurs conditions. Et tout ce que cela lui évoqua, c'est que c'était vraiment génial qu'ils prennent même le temps de leur apprendre l'anglais. Il terminera son interview en expliquant que le but premier des prisonniers était de faire véhiculer une mauvaise image de la prison et donc une mauvaise image de l'armée américaine, mais que lui, il avait vu de ses yeux que les prisonniers étaient tous bien traités et donc que la pire chose à faire serait de faire fermer ce bébé. Et oui, il l'a vraiment dit comme ça. Toc toc, qui est là? Ah, c'est toi la connerie. Bah viens, rentre, assis-toi à côté du patriotisme. Tom Brady est l'homme de tous les records, ayant remporté 7 Super Bowls dont 5 où il sera le MVP du match, 15 fois Pro Bowler, 3 fois All-Pro et 3 fois MVP saison, tout cela fait de lui un des meilleurs, voire le meilleur joueur de tous les temps. Et ce qui est le plus fou reste le fait qu'il ait réussi à jouer jusqu'à l'âge de 43 ans, quand on sait que l'âge moyen du départ à la retraite chez les joueurs NFL est de 27,6 ans. Et généralement dans ce cas, la conclusion est souvent la même, si quelqu'un fait quelque chose qui semble impossible ou incroyable, c'est qu'il est dopé. Et malheureusement, des exemples comme Maradona, Barry Bonds ou encore Lance Armstrong n'aident pas à prouver le contraire. Donc une bonne partie de la sphère NFL pense que la longévité et surtout la performance de Brady serait due à un dopage autorisé par la NFL pour que sa poule aux œufs d'or puisse rester le plus longtemps possible sur le terrain et surtout continue de lui rapporter le plus longtemps possible. Car au-delà du côté sportif, un joueur est aussi une image et par conséquent son nom est un produit dérivé qui se décline en de multiples articles comme des cartes à collectionner, des maillots, des sacs à dos, des drapeaux, des figurines de collection, des peluches et même des produits pour animaux de compagnie. Et Tom Brady en 2021 a été le joueur qui a vendu le plus de produits dérivés à son nom devant Patrick Mahomes, Dak Prescott, Joe Burrow et 50 autres joueurs de la NFL. Et pareil en 2020, lors de son arrivée chez les Tampa Bay Buccaneers, il a été, d'après les chiffres du site Fanatics, le joueur de football ayant vendu le plus de produits dérivés de l'histoire de la NFL et a comptabilisé à lui tout seul 50% des ventes aux couleurs de Tampa Bay. Donc tout cela vient consolider la rumeur comme quoi la NFL avait tout intérêt de garder cette petite mine d'or et de continuer par tous les moyens d'exploiter le filon. Et les premières allégations arrivèrent lorsque Tom rencontra un certain Alex Guerrero, un praticien en médecine alternative que Brady déclarait comme son entraîneur et ingénieur de corps et qui, en 2005, a été sanctionné par la Federal Trade Commission des États-Unis pour s'être présenté à tort comme un médecin et avoir prétendu être capable de guérir le cancer. Mais aussi le sida, la sclérose en plaques, le diabète, l'arthrite et la maladie de Parkinson en utilisant un seul complément alimentaire appelé Supreme Greens. Et il a affirmé avoir mené des études scientifiques approfondies sur les avantages de son programme avec 200 patients qui avaient été diagnostiqués comme étant en phase terminale avant ces traitements, pour avouer plus tard qu'il avait menti et que ces études n'existaient pas. Et il s'est pas arrêté là.
Il a ensuite fondé une nouvelle société appelée Six Degree Nutrition pour commercialiser un produit appelé NeuroSafe qui, tenez-vous bien, prétendait protéger ses utilisateurs des lésions cérébrales traumatiques liées au sport, produit qui aurait été validé par Wes Welker, receveur chez les Patriots, mais aussi par notre Tom Brady qui disait, je vous le traduis, NeuroSafe me fait sentir à l'aise. Si j'ai une commotion cérébrale, je peux récupérer plus rapidement et plus complètement. Il n'y a pas d'autre solution sur le marché aujourd'hui qui puisse faire ce que fait NeuroSafe. C'est ce niveau supplémentaire de protection qui me réconforte lorsque je suis sur le terrain. La Federal Trade Commission lui retomba dessus en 2012, lui fit arrêter la commercialisation de son produit et fermer son entreprise. Donc, je veux bien que le Tomil ne croit pas à la médecine occidentale, mais bon là, ça pue un peu le charlatan. Malgré toutes ces casseroles et grâce aux recommandations de Brady, Guerrero pourra travailler avec presque tous les joueurs des Patriots et notamment Danny Amendola, Rob Gronkowski et Julian Edelman. Avec un super nouveau programme basé sur l'équilibre du pH dans le corps, proposant un régime principalement alcalin, végétalien et évitant tous les aliments censés provoquer des inflammations comme les tomates, les poivrons, les champignons et les aubergines. Il reste plus grand chose à la fin. Sauf qu'en 2018, le super docteur fait de nouveau parler de lui lorsque le receveur Julian Edelman a été suspendu 4 matchs pour usage de produits dopants au début de la saison 2018. Il a fait appel de sa suspension en expliquant qu'il avait fait confiance à quelqu'un pour l'approvisionner en compléments alimentaires, mais que ce fournisseur ne l'avait pas informé que les produits contenaient des substances interdites. Finalement, son appel a été accepté et sa suspension a été réduite à 3 matchs. Et rappelez-vous qui s'est occupé durant quelque temps des joueurs des Patriots et notamment d'Edelman et qui pourrait être cette personne à qui le petit Julian a fait aveuglément confiance? Notre cher médicastre Alex Guerrero, qui fera d'ailleurs l'objet d'une enquête concernant cette association et qui se fera virer des Patriots après plusieurs frictions avec la direction et le personnel de formation. À la suite de cette affaire, Tom Brady quittera systématiquement toutes les conférences de presse dès l'instant qu'un journaliste mentionnait Guerrero et le fait que son programme était lié à la suspension d'Edelman. Surtout qu'il faut savoir qu'entre-temps, Guerrero et Brady sont devenus collaborateurs et associés dans diverses entreprises sous la marque TB12, incluant l'ouverture d'un centre de thérapie sportive, d'une gamme de produits nutritifs et d'une gamme d'équipements et de vêtements d'entraînement allant même jusqu'au pyjama de récupération. Donc le refus de parler d'une affaire où son associé est mêlé à une affaire de dopage à cause du programme qu'il vend, et sachant que lui aussi prend exactement le même programme, ça commençait à puer du cul. Et cette rumeur prit un peu plus d'ampleur lorsque le père de Brady déclara publiquement lors d'une interview avec ESPN que son fils prenait jusqu'à 45 pilules par jour pour tenter de rester en bonne santé, en ajoutant « Vous savez quoi, il a 43 ans, nous continuons de le répéter, et franchement, je pense qu'il a le corps qui va avec ». Mais du coup, la question que tout le monde se pose, c'est qu'est-ce qu'il peut bien prendre de si miraculeux pour se maintenir aussi longtemps au plus haut niveau? Eh bien, certaines personnes pensent avoir trouvé la réponse grâce à un TikToker. Lors d'un match qui opposait les Buccaneers de Brady aux 49ers de San Francisco, un TikToker du nom de Trent H a réussi à subtiliser la gourde du numéro 12 pour se filmer en train de goûter le contenu, action qu'il regretta immédiatement vu la tête qu'il fit juste après avoir avalé une gorgée et qui eut pour effet d'enflammer la toile avec de nombreuses personnes qui expliquaient que les stéroïdes peuvent avoir ce genre de goût, ce qui encouragea évidemment un peu plus la thèse du dopage. Donc vous l'aurez compris, beaucoup de suppositions, énormément de suspicions, mais jamais aucune preuve ou information vérifiée suggérant que Tom Brady se drogue. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'une autre théorie encore plus farfelue a vu le jour pour essayer d'expliquer cette espèce de jeunesse éternelle. Tom Brady est connu pour vouer un amour fou à ses 3 enfants, Jack, Benjamin et Gisèle. Un amour qu'il affiche librement sur les réseaux sociaux où il se montre en train de les câliner et de les embrasser la plupart du temps sur la bouche. Donc pour certains illuminés, Brady serait un espèce de sorcier qui puise sa jeunesse en embrassant ses enfants sur la bouche. Et là, on ne parle pas de métaphores mignonnes pour dire que les enfants sont une source de jeunesse éternelle. Non, là on est sur des vrais timbrés en plein syndrome de Scully qui sont tellement frustrés de la réussite de quelqu'un et qui n'arrivent pas à l'expliquer scientifiquement qu'ils vont carrément taper dans le paranormal. Car Tom Brady est connu pour sa discipline, son régime alimentaire strict et son engagement vers un mode de vie sain, et c'est ce qui peut totalement expliquer sa longévité et ses performances exceptionnelles sur le terrain. Mais il est souvent plus simple pour les envieux d'accepter la réussite des autres en se convainquant qu'ils ont triché, plutôt que d'admettre qu'ils en sont là grâce à l'obstination et à l'abnégation que eux n'auront jamais. Et voilà mes amis, nous venons de terminer l'avant-dernier chapitre de notre iceberg, ce qui veut dire que le moment d'affronter les abysses est enfin arrivé. J'espère qu'il vous reste assez d'air, et surtout assez de courage, pour affronter cet ultime palier. Et si jamais, moi je peux partager le mien. Un silence de mort, le noir complet et un profond sentiment de solitude. Voilà ce qui nous attend dans les abysses.
nous arrivons à la partie la plus enfouie de notre iceberg. Et par conséquent, les sujets qu'on y trouve se font plus rares, mais aussi de plus en plus insoutenables. C'est pour cela que vous devez impérativement rester auprès de moi et garder votre calme lorsque nous en verrons un, car il est très facile de prendre peur, céder à la panique, tenter de s'enfuir et se perdre dans les limbes. Mais pas de panique, je suis persuadé que tout se passera bien et de toute façon, on va vite en avoir le cœur net, car j'aperçois le premier sujet. Comme nous l'avons déjà vu dans l'épisode 1 de notre iceberg, il existe une théorie qui explique que les Super Bowls peuvent être manipulés pour avantager une équipe, toujours à des fins marketing et pécuniaires. Évidemment, si vous ne voyez absolument pas de quoi je parle, il est impératif de vite aller voir de quoi il s'agit dans la première partie de notre iceberg. Et nous avions évoqué le cas du Super Bowl 49 où, contre toute attente, les Seahawks à 1 yard de la ligne des Patriots ont préféré faire une passe plutôt qu'une course alors qu'ils avaient Marshawn Lynch, alias Beast Mode, dans leur backfield. Passe qui, comme on le sait, se transformera en interception, fera gagner les Patriots et permettra à Tom Brady d'ajouter une 4e bague à son palmarès. Donc, comme vu précédemment, la première réaction de tous les théoriciens du complot a été de penser que cette décision de passe était tout simplement pour faire gagner les Patriots et leur poule œufs d'or, Tom Brady. Mais il semblerait que la raison de cette décision soit tout autre et c'est le principal intéressé qui en parle, Marshawn Lynch. Dans une interview donnée à NTV Sport, un média sportif turc, alors qu'il était en Turquie dans le cadre d'un programme d'entraînement, on lui a demandé s'il s'attendait à recevoir le ballon lors de cette action, ce à quoi il répondit « Pour être honnête avec vous, je vous mentirais si je vous disais que je n'attendais pas le ballon. Oui, j'attendais le ballon. » Donc jusqu'ici, rien de choquant. Mais c'est après que ça se gâte. Il ajoutera ensuite que Pete Carroll, entraîneur principal des Seahawks, et Darrell Brevell, le coordinateur offensif, auraient choisi d'appeler un jeu de passe afin que Russell Wilson soit nommé MVP du Super Bowl au lieu de lui, vu son comportement en dehors des terrains. Car il faut savoir que Monsieur Lynch fait énormément parler de lui sur les terrains, mais il le fait aussi en dehors et pour des exploits un peu moins glorieux. Car depuis ses débuts en NFL, Marshawn Lynch, c'est une suspension de permis pour avoir renversé une femme avec son Porsche Cayenne et avoir pris la fuite, 3 ans de libération conditionnelle pour port d'armes illégales retrouvé dans une voiture sentant très fort la marijuana et une multitude d'amendes pour avoir enfreint le règlement de la NFL l'obligeant à s'exprimer devant les médias ou alors, quand il s'exprimait, de répéter en boucle qu'il était juste là pour éviter l'amende. Donc pas un super représentant de l'excellence américaine. C'est d'ailleurs pour cela qu'il ajouta dans l'interview « Tu sais, le MVP du Super Bowl, c'est quasiment le visage de la nation à ce moment-là. » Et il sait très bien que s'il avait eu la balle lors de ce dernier jeu et qu'il avait marqué, il était quasiment sûr d'être élu MVP du match avec 103 yards au sol et 2 touchdowns dont celui de la victoire. C'est donc pour cela, selon lui, que ses entraîneurs ont choisi une passe pour ce dernier jeu qui aurait donné le titre de MVP à Russell Wilson, plus à même de montrer les valeurs et la droiture de l'Amérique. Il clôturera d'ailleurs son interview en disant « Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cet appel et peut-être que c'était une bonne chose que je n'ai pas eu le ballon, mais ce que je veux dire, vous savez, c'est que ça nous a coûté un Super Bowl. » Donc, est-ce que cette théorie lui permet de mieux accepter la défaite en se raccrochant au fait que s'il avait eu la balle, les Seahawks auraient gagné cette année-là? Personne ne peut l'affirmer. Mais c'est sûrement pour ça qu'il était le seul joueur de l'équipe à afficher un large sourire après avoir perdu de la pire des manières le match le plus important d'une saison, voire même d'une vie. La date du 11 septembre 2001 restera gravée dans les mémoires comme le jour où les États-Unis subirent un attentat terroriste sans précédent, causant la mort de plusieurs milliers de personnes. Les images de ces 2 avions de ligne détruisant les tours jumelles du World Trade Center et d'un 3e avion s'écrasant contre le Pentagone causèrent un énorme traumatisme chez tous les Américains. Traumatisme qui, selon certaines personnes, aurait été atténué grâce à la Patriot Dynasty et à un psy-hope de grande envergure organisé sur toute la saison NFL qui suivit le drame. Donc là, avant d'entrer dans le vif du sujet et pour éviter de tous vous perdre en chemin, il va falloir qu'on clarifie quelques notions comme qu'est-ce que c'est que la Patriot Dynasty. La Patriot Dynasty, ou Dynastie des Patriots en français, aussi appelée ère Brady-Belichick, était une dynastie sportive qui a duré de la saison 2001, année des attentats, à la saison 2019. Elle porte le nom du quarterback Tom Brady et de l'entraîneur principal Bill Belichick, qui sont connus pour être parmi les meilleurs à leur poste. Belichick et Brady sont considérés comme responsables de l'une des dynasties les plus longues et les plus dominantes du sport. Voilà qui est plus clair et qui va nous permettre de voir ensemble maintenant ce qu'est un psy-hope. Les psy-hope ou opérations psychologiques sont l'une des méthodes de la guerre psychologique qui intègrent aujourd'hui Internet et les réseaux sociaux comme source d'information et médias de diffusion de propagande ou de désinformation. Ce sont des opérations visant à transmettre des informations et des indicateurs sélectionnés à des publics ciblés afin d'influencer leur motivation et leur raisonnement objectif.
Donc, pour résumer, le but de toute cette conspiration était de projeter massivement aux Américains que les Patriotes étaient une représentation de l'Amérique, déjà par leur nom et par leurs uniformes aux couleurs du drapeau américain, et que leur victoire au Super Bowl, même après une telle tragédie, prouvait à tous que l'Amérique triomphe toujours. Ah parce que oui, petite précision importante, cette année-là, les Patriots ont remporté le Super Bowl en battant les Rams de Saint-Louis. Sauf qu'il y a un hic, cette année-là, en 2001, Tom Brady il est pas sur le terrain, mais il est sur le banc. Et c'est là que toute la théorie se met en place, car le premier match des Patriots juste après les attentats les opposera aux Jets de New York. Les Américains contre les avions. Faut le faire quand même. Et ce n'est effectivement pas Brady qui est sur le terrain, mais Drew Bledsoe qui, selon les théoriciens, serait la représentation personnifiée du World Trade Center pour de multiples raisons. Accrochez-vous, ça vaut son pesant de cacahuètes. Drew Bledsoe est né en 1971, année où le World Trade Center a été achevé. Il a été drafté par les Patriots en 1993, année du premier attentat à la bombe contre le World Trade Center, et enfin 2001 est la 9e saison de sa carrière, donc la 9e saison du numéro 11, chiffre qui rappelle d'ailleurs lui aussi par sa forme les 2 tours. Et malheureusement pour lui, son sort ne sera pas si différent de celui des 2 défuntes tours jumelles. Car durant le match, Drew Bledsoe fut violemment plaqué par le linebacker des Jets Mo Lewis et fut renvoyé au vestiaire avec une hémorragie interne, ce qui le mit out pour la saison. La symbolique est là, les 2 tours ont été frappés et ne se relèveront pas. Et selon la théorie, le fait que ce soit Mo qui fasse le plaquage et blesse Bledsoe n'est pas un hasard, mais encore un psy-hope qui prépare mentalement les gens à l'affrontement final du Super Bowl. Car les 2 lettres du prénom du linebacker, M et O, sont aussi les 2 lettres qui servent à l'abréviation de l'État du Missouri, État où se trouve Saint-Louis, la ville des Rams en 2001. Mais fermons la parenthèse, car il est maintenant temps de voir le QB remplaçant des Patriots entrer sur le terrain et surtout de voir la dynastie des Patriots se mettre en marche. En effet, car il est maintenant temps pour le numéro 12, Tom Brady, symbolisant l'héroïsme américain, de prendre la place du déchu Drew Bledsoe et par la même occasion de faire naître la Patriot Dynasty dans un match héroïque qui se soldera par une défaite. 10-3. On peut même parler d'une petite branlée. Mais qu'importe, la machine est en marche et les Patriots se sont bien rattrapés toute la saison, ce qui leur permirent d'accéder aux playoffs. Pourtant, lors de leur premier match de playoffs, les Patriots ont gagné d'une manière un peu particulière. En effet, il faut savoir qu'au départ, les Patriots ont bien failli perdre leur match contre les Raiders d'Oakland lorsque Tom Brady s'est fait saquer par Charles Woodson à 1 minute 48 de la fin du match, provoquant un fumble recouvert par les Raiders qui menaient alors 13-10. Les dés étaient jetés, les Patriots sont perdus. Sauf que, après une demande de visionnage de l'action, les arbitres sont revenus sur le terrain avec un tout autre verdict expliquant que Brady avait commencé son mouvement de passe avant le plaquage et que par conséquent ce n'était pas un fumble, mais une passe incomplète. Le problème, c'est qu'ils ont justifié ce choix en se basant sur la Tuck Rules, qui explique que quand un joueur a le ballon pour faire une passe, tout mouvement intentionnel du bras vers l'avant commence la passe, et si le joueur perd la possession de la balle lorsqu'il tente de la rabattre contre son corps, ou si le joueur a rabattu le ballon contre son corps et en perd la possession, il s'agit d'un fumble, et c'est clairement ce qui s'est passé pour cette action bien précise. Donc pourquoi avoir choisi le scénario de la passe incomplète? Lors des entretiens d'après-match d'ailleurs, l'arbitre chargé de la décision a admis que son explication pour l'inversion de l'appel était fausse, et de toute façon, cette règle fut supprimée en 2013 par le comité sportif de la NFL grâce à un vote quasi unanime, oui quasi, vu que les Patriots se sont abstenus. Quoi qu'il en soit, cet appel redonnera le ballon aux Patriots, ce qui leur permettra d'égaliser, d'aller en prolongation et de gagner le match sur le score de 16-13 grâce à un field goal de 23 yards du kicker Adam Vinatieri. Le plan était que les Patriots aillent au Super Bowl, et au Super Bowl ils iront. Le 3 février 2002, nos chers Patriots affrontèrent les Rams de Saint-Louis au Louisiana Superdome de la Nouvelle-Orléans et ont remporté le match sur le score de 17-20, créant par la même occasion la Patriot Dynasty. Et toujours dans l'idée où cela serait une énorme mise en scène dans le but de manipuler l'esprit des gens, il faut bien avouer que sur ce match, niveau symbole, ils ont fait fort. Les Rams sont le nouvel ennemi à abattre car ils sont représentés par un bélier, et les béliers en liberté se cachent dans les montagnes, tout comme les terroristes. Les cornes sur leur casque représentent le diable, responsable lui aussi de tous les malheurs du peuple américain, et surtout, il faut les punir pour avoir battu les Eagles en finale de conférence NFC, les punir d'avoir tué l'aigle, symbole de l'Amérique. Bon, ça c'est pour les symboles un peu cachés, mais il y a des trucs un peu plus concrets, voire clairement forcés.
Un peu comme l'entrée sur le terrain des Patriots. Alors que les Rams sont sortis des vestiaires les uns après les autres, comme ça se fait habituellement pour présenter les joueurs, l'équipe de la Nouvelle-Angleterre, elle, est sortie des vestiaires tous ensemble d'un bloc et furent annoncés comme l'équipe des Patriots, représentant une Amérique unie malgré les événements tragiques qui l'ont frappé. On passe sur le fait que George W. Bush était présent au match et que c'est son propre père qui a fait le coin toss du début de match, pour nous attarder sur un dernier point. Tout le thème de ce Super Bowl était une ode à la liberté et à l'esprit de l'Amérique. Les confettis qui ont inondé le Superdome étaient rouges, blancs et bleus, comme les couleurs de l'Amérique, mais aussi les couleurs des Patriotes, comme si ils avaient toujours été l'équipe choisie pour renouveler l'esprit de l'Amérique en remportant l'une de ses célébrations nationales les plus grandes et les plus aimées, le Super Bowl. Les Patriotes ont gagné, symbole que l'Amérique guérit toujours de ses blessures. Sauf que maintenant, cela soulève la plus grande de toutes les questions. Qui était le cerveau en coulisses, tirant toutes les ficelles ? Randall Woodfield est un tueur en série qui purge actuellement une peine de prison à perpétuité au pénitencier de l'État d'Oregon à Salem. Plus connu sous le nom de High Five Killer en rapport à l'autoroute I-5 allant de l'État de Washington jusqu'en Californie où il a commis plusieurs crimes, il est aujourd'hui reconnu coupable d'une 60aine d'agressions sexuelles et du meurtre de plus de 40 personnes. Mais il faut savoir qu'on peut ajouter à ce beau palmarès qu'il a en plus été receveur pour les Packers de Green Bay. Bien que d'être drafté par une équipe dont les fans ont une tête de fromage n'est pas considéré comme un crime, ça l'est déjà un peu plus de drafter un joueur dont le passé était déjà douteux. Mais si les recruteurs s'intéressaient au passé et à l'état psychologique de leurs recrues, ça se saurait. Et pourtant, ça n'était pas super compliqué de s'en rendre compte, étant donné que dès le collège, où il était relativement populaire et un des meilleurs joueurs de son équipe de football, il a commencé à présenter des attitudes sexuelles antisociales et principalement un penchant pour l'exhibitionnisme. Il s'est d'ailleurs fait arrêter pour s'être exhibé devant un groupe d'adolescentes sur le pont de Yakinabe. Et qu'est-ce que font des entraîneurs responsables qui apprennent qu'un de leurs joueurs a montré son zigougoui à un groupe de jeunes filles ? Ils dissimulent l'incident pour lui éviter d'être viré de l'équipe, évidemment. Malgré un parcours scolaire plutôt réussi, Woodfield fut arrêté à plusieurs reprises pour plusieurs autres délits. D'abord en 1970 pour avoir vandalisé l'appartement de son ex-petite amie, et ensuite en 72 et 73 pour exhibitionnisme à Vancouver et dans le comté de Multnomah en Oregon. Suite à tout cela, il choisira d'abandonner ses études universitaires 3 semestres avant d'obtenir son baccalauréat en éducation physique et sportive. Sûrement pour éviter d'alimenter un peu plus le cliché du prof de sport un peu trop tactile et borderline avec ses élèves. Et pourtant, ces nombreux délits ne l'empêchèrent pas de se faire sélectionner par les Packers de Green Bay comme receveur au 17e tour de la draft de 1974 pour se faire virer de l'équipe la même année après plus d'une douzaine d'arrestations pour exhibitionnisme. Et c'est après avoir été renvoyé et par la même occasion déshonoré de ne pas avoir pu faire carrière dans le football qu'il débuta ses crimes qui font aujourd'hui qu'il purge une peine de prison à perpétuité. Donc qu'on soit bien d'accord. Sélectionner un mec un peu dérangé, que l'on dégage directement après son premier délit, ça c'est une erreur, c'est excusable. Par contre, garder un mec complètement allumé dans son équipe sous prétexte que c'est un bon joueur et attendre la 12e infraction avant d'enfin prendre la décision de le virer, ça c'est plus une erreur, c'est de la bêtise, et j'irais même jusqu'à dire que c'est de la complicité. Mais comme vous commencez à le comprendre maintenant, c'est pas le genre de truc qui effraie notre cher NFL. Rae Theotis Carut est un ancien receveur qui a eu une brillante carrière universitaire chez les Buffaloes du Colorado et a obtenu son diplôme avec une double spécialisation en anglais. Il a ensuite été repêché au premier tour de la draft de 1997 par les Panthers de la Caroline, avec qui il a signé un contrat de 3,7 millions de dollars sur 4 ans qui comprenait un bonus de signature de 1,3 million de dollars et pour qui il jouera 3 saisons complètes. Mais vous vous en doutez, si ce cher Rae se retrouve ici, ce n'est malheureusement pas pour ses bons points. Le 15 décembre 1999, il fut capturé par la police après un mois de cavale pour avoir été complice du meurtre de sa petite amie de l'époque, Shericka Adams, qui a été assassinée par 4 balles de revolver alors qu'elle était enceinte de 8 mois de l'enfant de Carut. Après qu'on lui ait tiré dessus, Shericka a réussi tout de même à appeler le 911, expliqua qu'elle avait reconnu Rae qui lui avait barré le passage avec sa voiture pour qu'une autre puisse venir se mettre juste à côté d'elle et ouvrir le feu. Elle sera transportée en urgence à l'hôpital mais tombera dans le coma une fois arrivée là-bas. Les médecins réussirent à sauver le bébé en le faisant accoucher par césarienne, mais le petit Chancellor Lee Adams, bien qu'il ait survécu, subira des lésions cérébrales permanentes et une paralysie cérébrale suite à un manque d'oxygène de 70 minutes avant sa naissance. Shericka Adams, elle, mourra de ses blessures un mois plus tard, le 14 décembre 1999. Merci papa pour ce super départ dans la vie. Carut, qui s'était rapidement enfui après la mort de Shericka, fut retrouvé caché dans le coffre d'une voiture devant un motel à Packers Crossroad dans le Tennessee.
coffre qui contenait également 3 900 $ en espèces, des bouteilles remplies de sa propre urine, des vêtements supplémentaires, des barres chocolatées et un téléphone portable. C'est seulement un jour après sa capture que les Panthers décidèrent de le renvoyer le 16 décembre, suivi par la NFL qui l'a suspendu définitivement le 17 décembre. Un mec en cavale pendant un mois recherché par la police? On va pas le virer pour si peu, imaginez qu'il revienne, il pourrait encore jouer. Ah, il s'est fait attraper! Fusillade! Bon, bah on le vire alors. Pourquoi? On l'a pas fait tout de suite. Bah, c'est qu'on lui a filé 3,7 millions pour 4 ans, et il en a fait que 3. Les calculs sont pas bons. Lors de son procès, on apprit que le tireur était en fait une connaissance de Rae qu'il avait engagé pour assassiner sa compagne pour la simple et bonne raison qu'elle refusait d'avorter de leur enfant sur le point de naître. Et qu'il était déjà papa d'un petit garçon, Rae Jr., qu'il avait eu durant sa 2e année universitaire au Colorado avec sa petite amie de l'époque, Michelle Wright, petite amie qui l'a aussi traîné en justice pour pension alimentaire impayée après leur séparation. Je crois qu'on tient le daron de l'année là. Il fut condamné à une peine de 25 ans de prison, mais ne fut pas reconnu coupable de meurtre au premier degré, ce qui lui fit échapper à la peine de mort. Il est par contre reconnu coupable de complot d'assassinat, de tir sur un véhicule occupé et d'utilisation d'armes dans le but de tuer un fœtus. Il sortira le 22 octobre 2018 au bout de 18 ans de prison avec la ferme intention de récupérer la garde de son fils. En effet, notre cher Rae, qui s'est découvert en prison une âme de papa poule, a déclaré en sortant « Je sais qu'il n'aura jamais sa mère dans sa vie, mais il pourrait toujours m'avoir. Je pourrais toujours faire une différence et je ne pense pas que ce soit la responsabilité de qui que ce soit d'autre tant que je serai là. » Chancellor, son fils donc, qui a toujours vécu chez sa grand-mère maternelle depuis sa naissance et qui vit avec des lésions cérébrales permanentes à cause de la fusillade préméditée par son père pour le tuer lui et sa mère, a quand même réussi à vivre une vie normale et a même été diplômé de la Vance High School en 2021. Il n'a par contre toujours pas revu son père depuis sa sortie de prison, malgré les relances répétées de Carout à coups de lettres et de chèques de plusieurs milliers de dollars, mais comme vous le savez tous, sauf lui malheureusement, l'amour ça ne s'achète pas. Mais bon, n'oublions pas que Michael Vick a le droit de reprendre des chiens et que Norman Tavo a toujours la garde de sa fille, donc récupérer son fils qu'on a essayé de tuer avant même qu'il naisse, ça se tente. Tout ce que nous avons vu durant les 3 épisodes qui composent notre iceberg, de sa face visible jusqu'au plus profond des abysses où nous sommes à présent, nous amène irrémédiablement vers la rumeur qui fait parler le plus de gens et fait couler le plus d'encre. Il s'agirait du plus gros complot de toute l'histoire du football américain et du secret le mieux gardé de tous les temps. Car selon la légende, ça ne serait pas que quelques matchs qui seraient manipulés ou certaines équipes qui seraient avantagées par des décisions arbitrales, mais bien toute la ligue qui serait truquée grâce à la scénarisation des matchs de toute la saison. Donc, à la manière du catch, tout serait prévu à l'avance et toutes les équipes seraient de ce fait au courant du déroulement de la saison avant même que celle-ci ait commencé. C'est l'ancien running back des Houston Texans et des Miami Dolphins, Arian Foster, qui a déclaré publiquement le 31 janvier 2023 dans un podcast intitulé Macrodosing qu'il co-présente avec Eric Sullenberg, plus connu sous le pseudo Pro Football Talk Commentaire, où ils explorent ensemble les conspirations, les énigmes et les recoins sombres du web, que chaque joueur, au début de la saison, recevait un petit scénario décrivant le déroulé de chaque match et l'issue finale de la saison, et même les gagnants du Super Bowl. Il ajouta même « Nous y étions vraiment dévoués, donc c'était plutôt ça le but de la pratique, il s'agissait de suivre le script, c'est ça qui se passe et c'est ça que nous devons faire. » Et il clôturera cette news en disant que même si nous savions ce qui allait se passer, de toute façon c'est ce qui va arriver, donc tu dois quand même faire le spectacle. Le problème avec ce genre de théorie, c'est qu'il faut qu'un grand nombre de personnes restent silencieuses dans leurs efforts pour tromper le public. Il y a eu des milliers de joueurs qui sont passés par la NFL et qui auraient pu être appâtés par le gain que leur apporterait la divulgation de ce scénario, ou par envie de nuire à la ligue après s'être fait virer, par vengeance ou autre. Alors pourquoi est-ce le seul joueur qui en parle? Et surtout pourquoi balancer l'info comme ça dans un pauvre podcast réunissant à peine 37 000 followers sur YouTube? Bien évidemment, cette affirmation a mis le feu aux poudres, offrant de l'eau au moulin de tous les complotistes qui se sont fait une joie de partager massivement la preuve ultime du trucage sur tous les réseaux sociaux. Et c'est pour cela que M. Foster a dû déclarer publiquement quelques jours plus tard que tout avait été dit avec beaucoup de sarcasme et que c'était absolument faux. Mais comme vous vous en doutez, ça n'a pas convaincu tout le monde. En effet, car il faut savoir que d'une part, la société de médias appelée Barstool Sports, à qui appartient le podcast Macrodosing, et son fondateur Dave Portnoy se sont fait supprimer toute leur accréditation pour suivre tous les événements organisés par la NFL, qu'il s'agisse d'événements de saison régulière, de playoffs, de draft ou même du Super Bowl. Donc là, on peut se poser une première question. Si un chien ne mord pas, à quoi ça sert de le museler?
Et d'autre part, il a été rapporté que la NFL est en fait une entreprise de divertissement tout comme la WWE et qu'elle a donc le droit de scénariser les matchs pour garantir une audience permanente et pour continuer de livrer un produit divertissant et ainsi assurer la signature de son contrat de 105 milliards de dollars sur 11 ans avec diverses sociétés de diffusion télévisée et internet. Soit assez d'argent pour précipiter tout un réseau dans la faillite si les résultats ne correspondent pas aux attentes. La NFL et les 32 équipes qui la composent seraient donc comme une entité unique lui donnant un contrôle global sur les intérêts communs des nombreux propriétaires et détenant les droits de propriété intellectuelle de celles-ci, lui laissant les pleins pouvoirs pour choisir le sort de ses équipes en fonction de la demande et du profit. Ce qui est aussi totalement faux car la loi aujourd'hui ne considère pas la NFL comme une entité unique et chaque équipe ou organisation est bien une entité distincte qui n'a pas d'intérêt à laisser quelqu'un décider de son sort à sa place. La Cour suprême elle-même reconnaît les équipes de la NFL comme des entités uniques et rappelle que tout contrat, combinaison ou conspiration tendant à prédéterminer des résultats et restreignant ainsi la capacité d'une organisation individuelle à générer des revenus est une violation de la loi. Sachant cela, on peut déduire que légalement la NFL ne peut pas planifier de manière générale les résultats des matchs. Maintenant, est-ce que les équipes ou les joueurs peuvent le faire ? Il faut savoir que les équipes et les joueurs sont tous liés par la politique de conduite personnelle et la constitution de la NFL. Cette politique énumère les comportements portant atteinte à l'intégrité de la ligue. Et la petite nouveauté, c'est la mise en service d'agents de discipline qui décident de la punition pour les joueurs. Les personnes employées par les équipes et par la ligue devant être exemplaires font aussi face à une discipline plus élevée pour de telles violations, pouvant aller jusqu'au renvoi immédiat de la ligue. Il est donc peu probable que les joueurs et les employés aient recours à ce genre de pratique, risquant de voir leurs rêves envolés à jamais. Il est important de savoir qu'avant la mise en place des agents de discipline, c'était le commissaire lui-même qui s'occupait de toutes les questions disciplinaires. Cependant, il conserve aujourd'hui la capacité de modifier la peine après que l'agent de discipline ait donné son verdict. On peut donc conclure que légalement, ce n'est pas possible que la NFL, les équipes et les joueurs puissent truquer les matchs. Malheureusement, possible et légal sont deux mots bien différents et il est très facile de spéculer sur la manière dont toute cette manipulation peut être faite. Comme nous l'avons dit plus tôt, la plupart des conspirations échouent parce qu'elles sont trop grandes ou impliquent trop de monde. Sachant cela, le complot doit être petit ou impliquer très peu de personnes et que les personnes concernées trouvent un intérêt personnel suffisamment fort pour les inciter à garder le silence. Et donc, si nous regroupons tout ce que nous avons vu précédemment, nous pouvons conclure que la seule façon concevable pour la NFL de truquer les matchs serait que le commissaire Roger Goodell utilise certains fonctionnaires pour accompagner le jeu vers une issue qui leur est favorable. En créant des matchs à gros enjeux, en aidant une équipe à faire son grand retour ou en renforçant la célébrité de certains joueurs visant à rendre le football plus intéressant et par la même occasion plus vendeur. Et qui est-ce qui pourrait aider notre cher commissaire dans cette tâche ingrate ? Les arbitres. En effet, les arbitres ont le pouvoir de pousser le jeu dans une direction ou une autre. Bien que la manipulation complète des jeux soit impossible et beaucoup trop flagrante, des petits coups de pouce, eux, peuvent avoir un impact drastique sur le jeu. Car sachez qu'il est statistiquement 2 fois plus dur d'obtenir un first down s'il y a eu une pénalité avant avec 19% de réussite contre 39% s'il n'y en a pas eu. Mais bon, comme on le sait tous, pour que l'âne marche, il faut qu'au bout du bâton, il y ait une sacrée carotte. Une carotte en forme de poste bien rémunéré dans les médias, par exemple pour couler une retraite tranquille, surtout quand on sait que le patron du réseau de radiodiffusion est de connivence avec le commissaire et qu'il lui fait entièrement confiance concernant les personnes qu'il lui recommande et qui rendront son contenu encore plus divertissant. Prenons un exemple au hasard, Genesterator, dont nous avons déjà parlé dans l'épisode 2, impliqué dans plusieurs scandales de détournement de match après avoir revisionné et annulé des actions décisives. Ce cher monsieur occupe aujourd'hui le poste d'analyste des règles pour la NCAA et la NFL au sein de CBS Sports, poste qu'il a repris juste après sa retraite en 2018 et qui était vacant depuis 2015 après le licenciement de Mike Carey. Qui était, attendez je vérifie sur mes fiches, aussi un ancien arbitre NFL à la retraite. Dingue cette coïncidence. Donc, pour moi, un poste où sont placées uniquement des personnes méritantes, dont on n'a pas forcément besoin vu qu'il peut rester vacant pendant plusieurs années et qui est payé une blinde, c'est une planque ou une manière d'acheter le silence de quelqu'un. Et la dernière question qui reste en suspens pour démêler tout ce sac de nœuds est de savoir pourquoi le commissaire lui-même prendrait-il le risque de truquer les jeux. Une petite information qui pourrait permettre de répondre à cette question est que les revenus du commissaire sont liés au succès de la ligue. Avec l'explosion des contrats de diffusion, les revenus du commissaire actuel Roger Goodell ont drastiquement augmenté, passant en 2021 de 35 millions de dollars à 68 millions. Bien évidemment, pour répondre à tout cela et apaiser les tensions sur toutes ces rumeurs, la NFL a entrepris une petite campagne de désinformation en essayant de jouer sur le ton de l'humour. Pour le coup, bien essayé. Mais bon, avoir pris Tom Brady pour convaincre le monde que la NFL n'est pas truquée, c'est comme de prendre Pierre Palmade pour expliquer que les routes françaises sont sûres. Mauvais casting.
En effet, on a pu voir tourner sur les réseaux sociaux une petite vidéo de Tom Brady expliquant que la NFL ne peut pas être truquée car il n'aurait pas accepté de jouer pour un script où il perd 2 fois contre le petit frère de Peyton Manning au Super Bowl, ce qui est, selon moi, un peu léger en termes de plaidoirie. Alors, est-ce que la NFL truque les championnats? Le commissaire incite-t-il certains arbitres en leur promettant des postes bien rémunérés à influencer le jeu dans le but de le rendre plus divertissant et plus commercialisable? S'agit-il d'un complot de grande envergure ou d'une petite opération n'impliquant qu'un cerveau et une poignée de complices qui ont tout intérêt à rester silencieux? Tout pourrait le faire croire, avec la perspective pour le commissaire de gagner plusieurs dizaines de millions de dollars en plus par an, pour les diffuseurs d'avoir la garantie de fournir la meilleure version du produit possible, et pour les fonctionnaires de bénéficier d'un poste sûr et bien rémunéré pour leur fin de carrière, et surtout en restant sous couvert de l'ambiguïté des règles de la NFL qui offre une défense imparable à toutes les personnes qui sont impliquées. Donc pour finir, jusqu'à preuve du contraire, la NFL n'est pas truquée. Mais si elle devait l'être, j'ai l'intime conviction que c'est comme ça qu'il procéderait. Mes très chers amis, je vous annonce solennellement que nous sommes arrivés à la fin de notre voyage. Jamais je n'aurais pensé en écrivant les premières lignes de l'épisode 1 que tout cela me mènerait au plus profond des méandres de la NFL. Et comme certains d'entre vous ont pu me le dire, ça en viendrait presque à vous dégoûter du football. D'ailleurs, si je veux vraiment être honnête avec vous, il faut que je vous fasse une confidence avant de clore cet ultime chapitre. Je ne regarde pas et je n'aime pas la NFL. Je ne m'intéresse pas aux matchs, aux stats, aux joueurs, et j'ai presque oublié la date du dernier Super Bowl l'année dernière. Car selon moi, la NFL, ça n'est pas le vrai football américain. La NFL est une vitrine, une organisation où circule énormément d'intérêt et d'argent. Et malgré cet air de santé qu'elle essaye de se donner, elle ne peut pas cacher toutes les dérives et magouilles qui la polluent et qui faussent l'idée qu'on puisse se faire du vrai football. Vous savez, j'ai aimé le football américain. Et je l'aime encore de tout mon être. Car je ne l'ai pas aimé à travers une image édulcorée, faite d'équipes complètes, où les places sont très chères et où les joueurs se battent pour en faire partie. De terrains synthétiques impeccables, toujours bien tracés, de vestiaires rivalisant avec les suites des plus beaux hôtels parisiens, d'équipements dernier cri, d'uniformes neufs aux couleurs superbes qui valent plus cher qu'une création d'un grand couturier, et de stades pleins à craquer, galvanisant de tous leurs cris les équipes qui y jouent. Non, moi je l'ai aimé grâce à mon petit club de régional qui réunissait à peine une trentaine d'irréductibles, présents quand ils pouvaient et surtout quand ils voulaient. Je l'ai aimé sur des terrains boueux, pas tracés et même parfois sans vestiaire, où on changeait sur la touche même en plein hiver. Je l'ai aimé avec des équipements de location d'une autre époque et des tenues de match usées et dépareillées. Je l'ai aimé sur des terrains vides de tout spectateur, perdus au fin fond de la campagne, où même le paysan du coin y serait pas venu passer son dimanche. Et surtout, je l'ai aimé sans jamais avoir vu un seul match de la NFL. Et c'est pour toutes ces raisons que je ne me reconnais pas dans la NFL, car moi je peux vous dire que j'aime le vrai football américain, celui qu'on connaît, mais surtout celui qu'on pratique. Et c'est ce football que j'essaye de vous faire découvrir dans mes vidéos, c'est cet amour pour lui que j'essaye de vous communiquer, car c'est de lui que je m'inspire au quotidien, et c'est lui qui m'a fait vivre certains des plus beaux moments de ma vie. Mais ce qu'il y a dans ce livre, ce que j'ai tenté de vous retranscrire dans cet iceberg est aux antipodes de toutes les valeurs de notre sport. Et je pense, à présent que notre voyage est terminé, qu'il est de mon devoir de préserver quiconque de retomber sur ces horreurs et de voir entacher sa vision du football. Donc par pitié, donnez du temps aux personnes qui font vivre le vrai football, encouragez la création des gens qui le méritent et qui militent pour notre sport, et surtout, ne cherchez pas à rouvrir la porte des enfers. Il va être temps de clore notre aventure pour de bon. Je voulais vous remercier de m'avoir suivi jusqu'à la limite du supportable et d'avoir toujours répondu présent à chaque épisode de notre iceberg. Heureusement que vous étiez là aussi pour me soutenir et m'accompagner dans ce périple, car je crois bien que tout seul, je ne serais jamais revenu de cet enfer et aujourd'hui, je ferai partie des multiples cadavres que compte la NFL dans ses placards. Mais oui, merci à toi aussi mon fidèle camarade d'avoir toujours été là pour me faire oublier tout ce que je pouvais découvrir dans mes recherches. Et je vous invite d'ailleurs à partager au maximum cette vidéo, à mettre un pouce bleu pour qu'elle soit visible aux yeux de tous et surtout à vous abonner à la chaîne des chroniques du football américain pour réunir un maximum de monde dans cette communauté d'amoureux du vrai football. Je vous remercie encore chaleureusement de votre soutien
et je vous dis à très vite dans les chroniques du football américain.